Bien, quelques indications. Là, je vais balayer les sujets qu'on vous a donnés, qui se présentaient sous la forme aménagement Covid, parce que j'ai reçu pas mal de questions ou de remarques, d'interrogations ou même de doléances peut-être d'élèves au sujet de ce baccalauréat, de cette épreuve écrite de français, pour peut-être formuler donc une réponse qui pourrait s'appliquer à plusieurs des communications que j'ai reçues. Est-ce que les sujets sont conformes? Oui, ils sont conformes. Est-ce qu'ils prennent la forme qu'on attendait? C'est vrai que la physionomie qui avait été envisagée, mais qui n'était pas une obligation, mais qui semblait être quand même amplement annoncée, était celle d'un panaché, en fait, prenant en compte les 4 objets d'études. On pouvait imaginer qu'on avait 2 combinaisons, en fait, qui auraient fait valoir dans leur exhaustivité les 4 quarts du programme, c'est-à-dire roman, qu'est-ce qu'on avait, littérature d'idées, poésie, et là je vais me faire un café, donc tout le monde va peut-être l'entendre, mais peut-être l'avant-dernier café de la journée. Roman, poésie, théâtre et littérature d'idées. Bon, ça n'a pas pris cette forme puisqu'on a vu la poésie revenir à plusieurs égards. On l'a vu aussi bien en commentaire avec l'Arbo pour un des sujets qu'en dissertation, puisque pour nous, Apollinaire, modalité poétique, faisait l'objet d'un sujet qui ressemblait bien sûr de très près à l'intitulé du parcours et qui renvoyait à ce sur quoi j'avais tant insisté, c'est-à-dire que les sujets doivent jouer sur cet intitulé qui a été comme inscrit au fronton de l'étude de l'œuvre. Quasiment le sous-titre, au fond, informel que s'est donné l'étude du programme. Œuvre par œuvre. Deuxième chose qui n'est pas vraiment anormale, mais qui est peut-être une bizarrerie dans la conception du sujet, ou un léger déséquilibre, c'est le fait que le texte de l'Arbo, effectivement, quand même assez près des Apollinaire, des Sandrard, des Verhaeren, c'est-à-dire qu'il se rapproche d'une certaine modernité à l'orée du XXe siècle, qu'il est dans l'exaltation des nouveaux moyens de transport et de la ville, de l'espace urbain. Est-ce que c'est un cadeau qui est fait aux lecteurs d'Apollinaire? C'est vrai qu'il avantage davantage Apollinaire et davantage plus les lecteurs d'Apollinaire et éventuellement Baudelaire, en tout cas le Baudelaire des tableaux parisiens, que ceux qui ont par exemple étudié les contemplations. Bon, il y a peut-être là un léger avantage donné donc aux partisans d'une poésie moderne. Bon, même si le sujet de dissertation sur Apollinaire va nous obliger à repenser notre définition de la modernité. Mais les sujets restaient tout à fait dans les clous de ce qu'on pouvait attendre. Deuxième chose, le niveau, cette fois, des sujets est un niveau accessible et surtout, plus intéressant encore, donc il n'y a aucun scandale, en fait, sur le niveau des sujets. Deuxième chose, je disais, ce sont des sujets à double détente, souvent. C'est-à-dire qu'on peut en faire une lecture très scolaire, très immédiate, très, au niveau baccalauréat. Et puis derrière, à chaque fois, il y a des questionnements plus amples. Il me semble, pour répondre à une des questions d'élèves, aujourd'hui candidats, que le sujet sur la gare, moi, aurait eu ma faveur parce que le double détente allait plus loin. Le questionnement me semblait beaucoup plus profond à partir du sujet de dissertation sur Jean-Luc Lagarce. Donc c'est vrai que c'est le premier sur lequel j'ai travaillé en réfléchissant à des corrigés sans valeur juridique, mais en tous les cas, pour moi, le texte, l'énoncé du sujet sur la garce, je trouve, là, très vite, amène, en biseautant le sujet, à des questionnements de fond sur la nature même ou la dynamique même, non, la définition même de ce que peut être un texte de théâtre. Donc ça me plaît beaucoup plus, et ses limites éventuelles ou ses potentialités. Je trouve que le vertige du sujet est plus important et plus enivrant sur, si je puis me permettre, sur le texte, sur l'énoncé pardon, du sujet, se rapportant à Jean-Luc Lagarce, le fameux drame intime, si on se souvient. Je vais aller crescendo en fait sur les sujets qui m'intéressent. Le texte, le poème de l'Arbo, pour moi, il est assez transparent. Donc je n'ai
pas produit de corrigé sur ce poème, que je trouve pour moi l'adéquation est trop évidente entre ce que veut dire le poème et les moyens qu'il se donne. On est exalté, on est enivré, c'est formidable, nouveauté, modernité, on ne sait plus où donner de la tête, ça nous traverse le cœur et ça nous fait revivre en tant qu'être lyrique, ouvert au monde. Bon, très bien. Voilà, là, je suis dans la caricature, mais très honnêtement, alors je n'ai pas tout regardé en détail, hein, on voit de l'hétérométrie, on voit de l'irrégularité s'organiser. J'imagine qu'il y a une trépidation en fait, des vers qui doit une sorte d'harmonie imitative à l'échelle du poème, de tout le poème. Bon, j'avoue ne pas avoir regardé avec attention ce poème. Je vais le faire évidemment, mais d'ici voilà, ce week-end je l'aurai fait, mais ça m'a pas bouleversée. Bon. Comme quoi, vous voyez, je suis pas systématiquement, je ne me rue pas forcément sur la poésie parce que encore faut-il qu'elle soit peut-être un peu plus inattendue que ça. Bon, voilà, j'ai trouvé en fait très attendu ce poème pour tout vous dire, mais pas du tout. Le sujet était bien conçu, hein, très à la portée des lycéens. Bon, mais moi, en tant qu'amatrice de poésie, que lectrice de poésie, est-ce que ça m'a, voilà, je ne connais pas bien son œuvre, mais bon, je ne sais pas. J'ai l'impression de trouver plus de choses en lisant Jean Follin, par exemple. Bon. Pourquoi pas. On est sur cette charnière entre le 19e et le 20e. On est avec les Sandrard, les Supervielle. Ouais. Bon. Deuxième sujet, bien sûr, qui pouvait m'intéresser, le texte de Georges Perec. Je l'ai mis en ligne. 6 minutes chrono, c'était résolu. Alors, peut-être que je n'ai pas tout vu. C'est-à-dire qu'il y a une tournure dans le texte de Perec. C'est la deuxième fois, en fait, c'est la deuxième grande publication de Perec en 65, mais c'est là qu'il a la plus grande reconnaissance littéraire et qu'il officialise son entrée sur la scène littéraire. Il était connu pour ses écrits oulipiens, mais en 65, il ne faut pas oublier qu'il a face à lui une autre tradition romanesque qui est en train déjà de s'étioler, qui était celle du nouveau roman, et il y a quand même quelques écrivains charismatiques, les Duras, etc., qui occupent l'espace romanesque dans les années 60. Mais il y a aussi, au plan historique et sociologique, effectivement, cette fameuse société de consommation. Bon, on sent bien, et je pense que c'est peut-être ça qu'on pouvait demander aux candidats, le texte tel qu'il a été découpé, y compris jusqu'à ce rejet en page 2, ce qui est quand même pas la première fois, mais sur les sujets 2020-2021, cette tendance là, au débordement de la pagination. Quel dommage de ne pas avoir tout condensé pour faire tenir sur un A4. Néanmoins, on comprend bien pourquoi. C'est qu'il a fallu quand même ménager pour les candidats un déploiement du texte qui permette vraiment de visualiser l'atrophie progressive des héros dans ce monde où avoir ne garantit pas que l'on est, et c'est même l'inverse. Plus on a, moins on est. C'est-à-dire que l'avoir semble même concurrencer et contredire, prendre le dessus sur l'être. Et c'est ce mouvement, en fait, qui était intéressant dans le texte, puisque on pouvait organiser un plan, non pas que j'ai le culte des trois parties, mais là, ça avait du sens. On avait vraiment fascination, excitation pour l'accumulation, puis on a écrasement des individus qui se laissent engloutir par le bien matériel, jusqu'à quand même quelque chose de tragique qui commence à poindre, avec une perte de sens. Et voilà comment moi j'ai organisé les trois grandes parties, parce qu'en fait, très naturellement, la logique du texte allait vers ça. Donc j'ai organisé mon plan en 3 parties, en fait, a obéi à ces 3 mouvements-là. Est-ce que Perec, véritablement, est le premier à nous parler de société de consommation? Non, parce que pendant tout l'extrait, qui est très connu en plus, mais où il y avait énormément de choses à utiliser dans le texte. Enfin bon, c'est quasiment, pour moi, c'est en ça qu'il est très démonstratif, ce texte, en fait, finalement. Parce que c'est une lecture possible de Perec. Hein. Je ne veux pas non plus tout réduire à ça, mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime moins ce roman-là de Perec, pour tout dire, même si on s'en fiche. Parce qu'il est très démonstratif, il dit ce qu'il veut dire, il se donne les moyens de faire comprendre ce qu'il veut dire. Voilà. Et on a tous les moyens grammaticaux, syntaxiques, lexicaux, qui vont vers ce mouvement crescendo-décrescendo, c'est-à-dire cristallisation-décristallisation, en fait. Cette modernité matérielle
enivre enfin, emporte les protagonistes jusqu'à les fondre, les perdre dans le texte. Et tous les moyens, encore une fois, linguistiques, sont au service de cette démonstration. Voilà pourquoi je suis peut-être un peu moins emballée par ce texte. Est-ce que la critique de la société de consommation est propre à Pérec? Non, parce que je disais, j'avais en tête, évidemment, la collection et l'accumulation de Bouvard et Pécuchet, avec ce fameux corridor où on pourrait dire le cabinet des curiosités devient en fait un bric-à-brac. Et j'avais, pendant tout l'extrait, bien sûr, moi j'ai beaucoup ri en lisant Bouvard et Pécuchet. Bon, voilà, voilà pourquoi aussi Pérec oublie un peu ça. Je ne ris pas dans son texte. Je suis tétanisée devant l'implacable démonstration. Et je suis dissuadée, bien sûr, de me ruer dans l'Apple Store juste après, même si j'en ai très envie, mais j'ai un peu peur parce que Pérec a su me faire peur. C'est en ça que c'est un texte qui, en fait, là, le romanesque est mis au service du démonstratif. Bon. Était-ce ma problématique? Non, mais c'est peut-être moi ce qui, à titre littéraire, si vous voulez, de lectrice, Pourtant, j'aime beaucoup Georges Perec, mais ce texte-là, cet extrait-là, en plus, c'est peut-être pas celui que je préfère. Mais on s'en fiche complètement. Mes appréciations n'ont pas lieu d'être. Mais je n'aurais pas choisi ça le jour du bac. J'ai besoin aussi, quand je planche 4 heures, enfin même quand j'étais plus jeune et que je planchais de longues heures, j'aimais aimer ce sur quoi je planchais. Mais le corrigé était facile et on pouvait attendre donc un déploiement de la démonstration en 2 ou 3 temps avec, encore une fois, cette fascination des personnages et ensuite cet effet dissuasif, bien sûr, parce que ce qui est révoltant devient petit à petit tétanisant et tragique et très inquiétant dans le texte. Il y a quand même une montée là en puissance parce que la déperdition des personnages et du sens. Il y a des effets d'inversion flagrants, hein, et les personnes sont de plus en plus se laissent dissoudre, tandis que les objets et les choses deviennent sujets. Et ça, évidemment, c'est un monde qui marche sur la tête, en fait. Ça fait peur, bien sûr. C'est en cela qu'il y a, bien sûr, une esquisse de philosophie, une inversion là des polarités qui passez-moi l'expression, fichent les jetons dans le texte. Je n'aurais pas pris le texte de Pérec non plus. Troisième possibilité, aurais-je pris la dissertation, sans doute, mais sur Apollinaire ou sur Lagarce? Apollinaire, ça s'inscrivait totalement dans modernité poétique et j'ai tellement insisté voilà, sur réviser la dissertation sur œuvre et réviser des œuvres, c'est se poser la question c'est faire pour soi des dissertations sur œuvre, c'est une bonne manière de réviser les œuvres, mais aussi questionner l'adéquation entre une œuvre et le parcours qui a été proposé. Modernité poétique, point d'interrogation. Bon, déjà, on sait que tous les problèmes que modernité pose à Apollinaire, qui, à part dans Zone, puisqu'il s'agit du pape Pie X, on a d'emblée cette problématique. Hein, à la fin, évidemment, tu es las de ce monde ancien, mais c'est au début, mais c'était une fin de recueil qui devient le début. Cette tension entre le début et la fin ouvre le bal apollinarien, enfin d'alcool en tous les cas, et moderne apparaît dans le poème liminaire. C'est-à-dire que le poème liminaire, le questionnement, dès les vers liminaires, le questionnement inaugural, c'est bien celui de la modernité. En ces termes-là d'ailleurs, ancien, moderne. Mais très vite, Apollinaire abandonne quand même ce terme de moderne et c'est Nouveau qui prend le relais. C'est pas avant-garde, même s'il suit les avant-gardes de son époque, qu'il les valorise en tant que critique d'art, c'est Nouveau quand même, qui revient beaucoup. Et la conférence qu'il donne en 1917, par exemple, portera sur la nouveauté. C'est dire comme déjà la question en fait elle est récurrente, elle est même obsédante pour Apollinaire, de ce rapport au temps et au temps esthétique surtout. Comment se penser dans le temps? Et le sujet est posé comme une antithèse effectivement, c'est-à-dire qu'il y a ce rejet, ce terme très fort, hein, qu'est-ce que c'était quoi? Épouser l'ancien, non, épouser la modernité, est-ce rejeter l'ancien? Quelle était la formule exacte, formulation exacte? Que nous disait le sujet? La poésie d'Apollinaire dans Alcool s'invente-t-elle en rejetant le passé? Bon, l'apparente opposition, rejeter le passé de l'autre, l'invention qui serait la nouveauté, mais qui n'est pas prononcée d'ailleurs dans le sujet. Et ça, c'est intéressant. Peut-être qu'il y a là une mise en garde discrète et subtile du sujet,
tomber dans l'opposition frontale entre modernité et tradition, bah, le sujet déjà prend la tangente parce que rejeter la... En fait, rien ne s'oppose à rejeter le passé. Parce que l'invention n'est pas forcément rejeter le passé. Ça ne se répond pas. Et c'est très intéressant de voir que le sujet propose donc d'emblée en lui-même une troisième voie, en fait, qui est celle de l'élaboration du travail ou du fantasme poétique. Passé et futur ne s'opposent pas. C'est la grande leçon apollinarienne. Apollinaire, lui, il a des moyens, enfin, en particulier un qui est la fusion. J'allais dire deux parce que je distinguais confusion et fusion. Chez Apollinaire, passé et futur, par des effets de cycle, de retour cyclique, par des effets de reprise de termes, de poèmes, de thématiques, parfois des fragments même de vers se retrouvent. Je pense au pont Mirabeau, par exemple, ou à l'écoulement fluvial. Beaucoup de choses se retrouvent chez Apollinaire, l'impression qu'on n'en finit jamais. On sait comment certains poèmes sont construits, comme une chanson. On connaît aussi les effets de repli avec des axes symétriques internes. Le Voyageur en est un exemple, hein, on a un refrain, c'est le cas bien sûr du pont Mirabeau, la chanson du mal-aimé. Et puis on a aussi ces recyclages chez Apollinaire, où on ne sait plus très bien aussi comment classer les poèmes. C'est-à-dire que l'architecture même du recueil, un recueil qui s'étale dans sa conception quasiment de 1905 à 1913, avec des poèmes qui sont revus et corrigés, je pense à la Maison des Morts, Obituaire qui devient Maison du Mort. Le même poème est-il neuf ou est-il ancien Et quid de Zone aussi, par exemple Vendémiaire, en fait, 1912, mais Vendémiaire, les quatrains, Omar Khayyam, c'est loin d'être moderne, ça. Alors, Apollinaire brouille vraiment le jeu de pistes, et puis confusion aussi, parce qu'il y a une façon de joindre les deux. Quand on sait, par exemple, voilà, les deux parties du brasier ou de À la santé, tout n'a pas été construit au même moment, donc passé, avenir ou présent, déjà, le temps d'Apollinaire est décomposé, recomposé, et permet difficilement hein, la collision caricaturale entre d'un côté le passé et de l'autre l'avenir. C'est une poésie qui ne permet pas, en vérité, de tout miser sur des contraires évidents. Apollinaire ne permet pas ça. Il ne croit pas en ça. Et tout l'effort de sa vie aura été même la confusion, d'entretenir la confusion, et des lieux et du temps. C'est un poète qui joue beaucoup sur la désorientation, et même des genres aussi, intérieurs à la poésie. On a aussi bien de la chanson que de la fantaisie. On a beaucoup de choses à l'intérieur de la poésie d'Apollinaire, on le sait. Hein. Et la confusion, on la retrouve par exemple dans les syncrétismes mythologiques. Apollinaire se réfugie en fait dans des zones, si je puis dire, qui échappent au temps. Et le mythe en fait partie, puisque le mythe nous précède, il est même antédiluvien, on ne retrouvera pas le début, l'instant T0 du mythe, l'acte de naissance du mythe, on ne l'a pas. Et cette parole va se propager au-delà de nous. Donc on parlera encore de Cupidon et de Zeus, même quand on sera mort. Et ce temps-là qui s'étire au-delà de nos propres frontières, au-delà de la ceinture, au-delà de la zone, par-delà en fait, les zones, ça c'est du dézonage en fait, c'est du décloisonnement perpétuel apollinaire. Et le sujet d'ailleurs, voilà, c'était peut-être une manière d'organiser le plan, pour sortir un peu de ce thèse-antithèse qui est effectivement insatisfaisant. La question m'a été posée et sur ce sujet, je pense que c'est vrai que c'était un piège peut-être. J'imagine qu'on s'en contentera dans les corrections, mais que le sujet est loin de s'en tenir à ça tel qu'il est formulé. Et les plus subtils ou les plus exigeants auront su d'emblée ou très vite dépasser cette esquisse d'antithèse, qui ne va même pas jusqu'au bout dans la formulation du sujet, puisque rejeter le passé, mais en fait, modernité et avenir ne sont pas prononcés. Ce qui est prononcé, c'est s'invente. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est à la fois l'invention, qui est une notion éminemment complexe en littérature et en rhétorique, et surtout, ce S', le réfléchi. Là, j'avoue que je pense que le littéraire se rue sur la première partie du sujet. Alors, qu'est-ce qu'une invention littéraire? C'est bien tout le problème. Hein. Inventer, est-ce que c'est dénicher? Est-ce que c'est d'être le premier grand inaugurateur, le premier commenceur, comme dirait René Char? Est-ce qu'il y a des zones, des terra incognitae en poésie? Qu'est-ce qu'on invente, en fait, en poésie?
Ça, c'est intéressant et le sujet permettait peut-être de poser la question, bien sûr, au filtre, hein, à l'aune de la poésie d'Apollinaire, en particulier, bien sûr, d'Alcool. Est-ce que c'est une poésie inventive? Surtout que c'est une poésie qui s'invente. C'est le réfléchi qui est intéressant. On est donc à soi-même sa propre fin. On est son propre point de départ, et sa propre motivation et sa propre fin. On est la raison et la fin, en fait. Et c'est vrai qu'Apollinaire a ce culte de la poésie pour elle-même. S'il y a bien quelque chose dans laquelle il croit, c'est bien la puissance du verbe poétique. Donc il y avait quand même quelque chose à faire de ce sujet qui était peut-être faussement conventionnel, comme Apollinaire. C'était un assez bel hommage à Apollinaire, ce sujet sur Apollinaire. Quatrième et dernier sujet, le sujet sur Jean-Luc Lagarce, qui m'intéressait bien davantage. Le sujet sur Jean-Luc Lagarce posait le problème. Est-ce un drame intime? Très vite, je trouve, voilà, ce sujet, il est très fort parce que très vite, d'abord, il évite, je vais quand même dire deux mots, il évite les écueils principaux, les écueils interprétatifs et les exégèses tellement vues et rebattues et souvent injustes à l'égard de Jean-Luc Lagarce. C'est-à-dire que quand vous étudiez Jean-Luc Lagarce, il y a des tartes à la crème, en fait, qui, moi, m'ont toujours frustrée en tant que littéraire. C'est pas faux, mais c'est toujours très restrictif. Et Lagarce mérite souvent mieux que ça. Alors, Lagarce, ce serait l'autobiographie. Non, non. Ça, c'est quand même terrible, quoi, de réduire Lagarce à une autobiographie. Mais là, c'est intéressant parce qu'il est intime. Bon, on va en reparler. Deuxième écueil, dire que Lagarce, ce serait avant tout un auteur alors fataliste, morbide, qui travaillerait sa propre mort, on reviendrait toujours à ça. Le revenant, la thématique du revenant, ça me paraît... Le théâtre d'Ibsen, par exemple, me paraît infiniment plus tragique que le théâtre lagarcien. En fait, la tragédie est désamorcée. Alors, on dit ça pourquoi? Parce qu'évidemment, la mort, d'accord, le spectre, bien sûr, de la mort. Certes, je ne nie pas les 5 ans d'obsession lagarcienne. Il a vécu, effectivement, avec la maladie mortelle, bon, irrémédiable, pour reprendre ces termes. Mais son théâtre est loin de se résumer à ça. Deuxièmement, parce que le théâtre lagarcien, c'est bien autre chose. C'est aussi de la mise en scène, en fait. Ce n'est pas que du dit ou du proclamé. Troisièmement, parce que le théâtre lagarcien ne se résume pas en fait à son langage, qui est aussi un gros, gros problème. Mais je vous comprends hein, pourquoi on dit ça. C'est parce que on a en tête le Lagarce qui se serait inspiré, enfin en tout cas qui a été nourri par Sénèque, Euripide, bien sûr. Lagarce est issu de ça, mais il a aussi absorbé Marivaux, il a aussi absorbé Molière, il a aussi absorbé Ionesco. Enfin, euh, c'est un peu dangereux quand même de réduire Lagarce soit au théâtre La Cruauté, soit au théâtre La Crise du langage, soit voilà. Ces écueils-là, limitent l'interprétation, la lecture qu'on a de Jean-Luc Lagarce, négligent l'aspect scénique et dramaturgique très important chez Lagarce et très pensé quand on le lit. Il était très conscient en fait des déséquilibres, de la motorisation en fait qui conduit l'action dans ses pièces. Très conscient aussi de devoir mettre en scène et que le théâtre soit vu et entendu. Alors voilà, on ne peut pas toujours profiler, biseauter le théâtre de Lagarce pour le faire passer à tout prix dans des petites... le faire s'engouffrer systématiquement dans des voies explicatives trop évidentes et trop fermées. Et ce sujet a le mérite de ne pas tomber dans ces pièges-là. Ce que fait ce sujet, c'est même encore plus fort que ça. Donc non seulement il ne tombe pas dans les pièges habituels, mais en plus, donc il n'est pas réducteur, mais en plus, il permet très vite d'arriver à un questionnement de fond sur ce qu'est le théâtre en général. Et au fond, c'est ça un vrai bon sujet de dissertation sur œuvre. Ça éclaire aussi bien sur l'œuvre que sur tout le genre qui est engagé, ici le théâtre, et même sur ce qu'est la littérature, ce que nous attendons de la littérature, ce que nous pouvons faire avec la littérature, ce que la littérature peut faire pour nous. Un vrai bon sujet de dissertation, en fait, il pose ces questionnements-là de façon concomitante. Et c'est ce que fait ce sujet, parce que poser la question du drame intime, c'est poser la question, en fait, très vite, de son revers, c'est-à-dire de l'universalité ou pas. Et allons même plus loin, il y a presque là, un paradoxe. Une pièce de théâtre, un texte théâtral, un drame même, c'est-à-dire qui se déroule sous nos yeux, sous les yeux de plusieurs,
qui sont dans une salle, peut-il jamais être intime? Que vaut une intimité au théâtre? Et là, les paroles théâtrales qui sont voilà, des tirades, éventuellement des apartés, il n'y en a pas forcément chez Lagarce, mais euh, des monologues. Des monologues, donc, par définition, un grand paradoxe, puisque l'intériorité du personnage est à ciel ouvert devant tous les spectateurs. C'est-à-dire que l'intériorité du fictif se retrouve jetée en pâture au milieu du monde réel. Qu'est-ce que ça vaut, cette intimité-là? Ça existe, une intimité au théâtre? Ça a un sens de parler d'intimité au théâtre? En tout cas, l'intimité n'est jamais privée, en fait, au théâtre. Et ça, c'est très intéressant à questionner. Bien sûr, il y avait la question de l'universalité. J'imagine que d'abord, on peut organiser un raisonnement autour de cette hésitation entre un théâtre lagarcien qui serait effectivement un huis clos, une vie de famille, des effets de familiarité, et puis plutôt des indices de familiarité, et quand même, bien sûr, la part universelle de ce théâtre. C'est bien pour ça qu'il touche et qu'il est très joué, par exemple, actuellement. Même s'il y a des déterminations propres à l'univers de Lagarce, à certains milieux sociaux aussi, par exemple, à certains niveaux sociaux. Et c'est vrai, Béreur ne s'en cache pas, François Béreur, il y a cet aspect-là chez Lagarce, mais ça n'est pas pour autant un sociologue. Ça reste avant tout un metteur en scène, un auteur, un dramaturge, et quelqu'un qui pense le texte et la représentation théâtrale, avant tout. Et qui a l'obsession du spectateur, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut montrer ou pas à ce spectateur? Qu'est-ce qu'il peut toucher ou pas? Y a-t-il un ou plusieurs spectateurs, en fait, de Lagarce? Voilà ce que demande le sujet. Se poser la question de l'intimité du drame, c'est savoir jusqu'où il est accessible, jusqu'à qui il va toucher. Parce que si c'est qu'un public choisi, que quelques-uns qui connaissent le contexte, qui sont voilà, inclus dans le contexte, ou qui se retrouvent dans les déterminations de cette famille, en gros, est-ce que forcément ça nous parle de famille et ça ne parle qu'à des gens qui ont des familles, ou est-ce que ça débouche sur des problématiques plus larges que sont l'altérité ou la difficulté à faire confiance à sa propre langue pour communiquer? Est-ce que ça touche un ou plusieurs spectateurs? C'est ça la question aussi qui est derrière. Donc ça pose une question au théâtre, ça pose une question à la dynamique même et au projet du théâtre lagarcien, et ça pose aussi une question sur ce qu'on attend de nous ou ce qu'on veut bien nous proposer à nous, spectateurs. Et c'est tout ça, en fait, que demandait le sujet, je trouve. Donc il y avait plusieurs manières, voilà, plusieurs sujets s'emboîter, plusieurs niveaux de lecture du sujet s'emboîter, ce qui est un bel hommage, en fait, à ce qu'est le théâtre aussi, hein, qui est un... Et ça permet de sortir de ces questionnements habituels, c'est-à-dire le théâtre entre fiction et réalité, le théâtre entre les personnages et les vraies personnes dans le public, le théâtre, le problème du langage ou de l'action, le théâtre de la cruauté, le théâtre de l'action, du geste d'un côté, tradition textuelle de l'autre. On sort de ces automatismes frontaux. Et ça, c'est très intéressant dans le sujet sur Lagarce, je trouve. Et puis, bon, il y a ce terme de drame, là, il faudra quand même, peut-être en faire quelque chose. Mais donc, vraiment, l'élève, disons, qui a compris à peu près la dynamique du théâtre lagarcien, c'est-à-dire l'apparent huis clos familial et en vérité l'universalité d'un questionnement, peut s'en sortir. Le théâtre, l'élève qui raisonne sur les limites ou les vocations, l'intérêt, l'intention d'un théâtre envers un spectateur, ça peut être intéressant aussi. Le littéraire qui se questionne sur à qui s'adressent les pièces de Lagarce, jusqu'où irradient les pièces de Lagarce, où commence et où se termine l'intimité, ça peut être intéressant aussi. Et au fond, qu'est-ce qu'un théâtre? Est-ce que le théâtre abolit l'intimité, est-ce qu'il y a un dévoiement de l'intimité au théâtre? Est-ce qu'on peut encore être intime au théâtre? Ça, je trouve que ce sont des belles questions. Voilà, donc il y avait plusieurs niveaux de lecture qui étaient très intéressants. Voilà à peu près la réponse à pas mal de questions qui m'ont été posées. Non, les sujets ne se fichaient pas de vous. Non, les sujets n'étaient pas hors sol. Oui, les sujets étaient dans les clous. Oui, les sujets respectaient les auteurs. Oui, les sujets respectaient le programme de bac qu'on vous avait annoncé. Oui, les sujets s'adressaient à plusieurs types de lycéens. Non, moi, je suis plutôt redevable à ces sujets d'avoir vraiment joué le jeu de l'examen pour différents niveaux de lycéens et en rendant justice aussi aux différents niveaux de lecture qu'on peut faire et d'un texte et d'un sujet de dissertation. Donc non, je me retrouve moi dans ce déploiement. Je trouve assez généreux en fait ces sujets. Plutôt sérieux, fidèles et généreux. Non, c'est pas mal ces sujets.
Je crois, enfin, j'espère que les gens ont trouvé leur bonheur. Derrière l'aspect conventionnel ou attendu des questions, il y avait des choses à faire. Et ça, c'est quand même une belle promesse intellectuelle et relationnelle. Malgré tout ce qu'on croit savoir, il reste tout à apprendre ou tout à faire. C'est bien les sujets en iceberg comme ça, c'est intéressant. Ou à double détente ou à triple détente. C'est un sujet qui propose d'emblée une énonciation ouverte, en fait. Très intéressant, je trouve.